Bonsoir Victor. Salut Hervé. Bienvenue à la nuit du Big Bang au Big Band. Merci. C'est le logo officiel. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et où tu travailles et sur quoi tu travailles? Oui. Donc, je m'appelle Victor Bonjean et je suis en post-doctorat à l'Institut d'astrophysique spatiale, donc à Orsay, à l'Université Paris-Saclay. Je vois que tu as mis tous les logos qu'il fallait, c'est bien. Et tu travailles? Et donc, je travaille en cosmologie. Oui. Donc, j'étudie les grandes structures de l'univers et l'univers dans son ensemble. Et donc, je viens d'un parcours d'astrophysicien. J'ai obtenu ma thèse d'astrophysique l'année dernière. Oui. Et petit à petit, je m'oriente vers l'interface entre la science des données, la data science, et l'astrophysique. D'accord, on va en parler. En cosmologie, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu fais des observations? Est-ce que tu prends des données toi-même? Est-ce que tu utilises des données d'autres provenances, des simulations? Voilà, qu'est-ce que tu fais pour la partie astrophysique plus précisément? Et à quelle question tu essaies de répondre? Alors, donc, ouais, j'utilise les observations donc, qui proviennent de télescopes. Oui. Et donc, je fais de l'analyse de données, la réduction de données. Oui. Et plus particulièrement, en ce moment, je suis intéressé par la séparation de composantes pour pouvoir observer et regarder le plus précisément possible les premières images de l'univers il y a 13 milliards d'années. Donc le fond cosmologique. Le fond diffus cosmologique, Voilà. absolument. Et donc effectivement, entre le fond cosmologique qui est relâché très très tôt dans l'univers et nous, il se passe plein de choses. Et donc tu essaies de nettoyer, de faire en sorte qu'on ait cette image du fond cosmologique le plus précisément possible, c'est ça? Exactement. Donc ce qui se passe, c'est qu'entre le fond cosmologique et nous, oui. donc il y a beaucoup de sources, oui. des galaxies, des oui. amas de galaxies, oui. notre galaxie oui. aussi, et donc des nuages de poussière. Exactement. Qui produisent de l'émission en plus oui. et qui se superposent au fond diffus cosmologique. Oui. Et donc tout l'enjeu va être d'essayer de nettoyer oui. de ce qu'on appelle ces foregrounds, donc oui. ces avant-plans. Oui, oui. Tu as un exemple à nous donner, c'est voilà, ça? J'ai un exemple à donner, juste une petite illustration. Donc, oui. ce qui se passe quand on regarde dans le domaine des micro-ondes, pour regarder le fond diffus cosmologique, donc c'est comme si on avait donc une image du ciel, oui. et une image du ciel, oui. et par exemple entre le ciel et nous, il va y avoir par exemple une montagne. Oui. Entre cette montagne et nous, il va y avoir par exemple un chalet, et puis aussi des moutons, imaginons. Oui. Et donc ça, c'est ce que nous observons, nous, ce qu'on a l'habitude d'observer quand on regarde en optique avec nos yeux. Oui. Oui. Mais quand on regarde en micro-ondes, on aurait plus donc ce genre d'image où du coup tout nous paraît transparent. Oui. Ce sont des objets très diffus. Oui. Donc l'un des gros avantages, c'est qu'on va pouvoir observer le ciel, même à travers la montagne. Mais l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de séparer toutes les composantes. Exactement. Par contre, un des gros avantages, c'est que quand on regarde le ciel en micro-ondes dans différentes fréquences, en fait, on va avoir toutes les composantes, donc ici le chalet, la montagne et les moutons, qui vont évoluer un peu de manière différente et qui vont avoir plus ou moins de transparence. Donc, comme c'est illustré ici, par exemple. Donc en fait, les moutons, les chalets et la montagne, finalement, n'ont pas la même couleur ou ne rayonnent pas de la même manière selon à la longueur d'onde ou à la fréquence à laquelle on les observe dans les micro-ondes. Exactement. Et donc ça, c'est là que les modèles physiques entrent en jeu. Car avec nos modèles physiques, on sait, en fonction des fréquences, quelle va être la transparence du mouton, du chalet, de la montagne. Et on va pouvoir donner tout ça à des algorithmes très performants. Donc moi, j'utilise par exemple des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir séparer au mieux possible le ciel en arrière-plan et pouvoir étudier en fond diffus cosmologique de très bonne qualité. D'accord. Et donc, grâce à ça, tu retrouves le ciel, c'est ça? Et grâce à ça, du coup, on peut retrouver le ciel. Exemple de moutons, de chalets et de montagnes. Voilà. Sauf que nous, donc, c'est des galaxies, tu le disais, c'est notre Voie lactée, des galaxies extérieures, du gaz, dans etc. Dans le cas de la cosmologie, le ciel, c'est le fond diffus cosmologique. La montagne, ça peut être, par exemple, la poussière dans notre galaxie. Et le chalet et les moutons, des nuages moléculaires ou des petits nuages de poussière dans notre galaxie, par exemple. Parce qu'effectivement, l'image du fond cosmologique la plus connue étant celle de Planck, on voit ce ballon coloré, mais on ne voit plus la galaxie parce qu'elle a été soustraite. Les gens nous demandent souvent, déjà, il faut expliquer d'où vient cette image, mais ensuite,
comment on a soustrait, est-ce qu'on a gommé, est-ce qu'on a un petit peu inventé. Donc toi tu dis, grâce à des modèles, et puis des modèles physiques, et puis des algorithmes super évolués, on arrive à bien soustraire. Et tu peux nous dire un deux mots sur ces algorithmes donc d'intelligence artificielle, donc d'apprentissage automatique ou machine learning, que tu les as utilisés, tu les as développés, voilà, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Que j'utilise, qui donc à la base sont des algorithmes qui sont développés dans d'autres milieux, dans d'autres domaines. En général, ça vient de la médecine, de la biologie, ou des gens de Google, Facebook, pour séparer des chats et des chiens, par exemple. C'est ça, très utile. Et donc en fait, ce sont des algorithmes très performants de traitement d'images qui vont pouvoir faire passer d'une image à une autre image. Donc ils vont pouvoir manger plein d'images et puis capter plein de features. Je sais pas, plein de détails, voilà. et plein de formes dans une image pour pouvoir ensuite reproduire une autre image. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe exactement. Dans ce cas-là. Mais alors souvent l'intelligence artificielle, enfin le machine learning est associé à des énormes jeux de données d'entraînement pour que l'algorithme apprenne et puis ensuite tu puisses l'appliquer sur ce qui t'intéresse. Là, on n'a qu'un seul ciel, on n'a qu'un seul univers, on n'a qu'un seul jeu de données Planck, ou autre chose. Comment toi tu entraînes si on n'a qu'un seul jeu de données? Donc j'utilise des modèles, mais pour être tout à fait exact, en fait, il y a deux types de machine learning. Il y a un type qu'on appelle supervisé, où dans ce cas-là, on apprend un modèle à partir de quelque chose et on l'applique à d'autres données. Et il y a les machine learning non supervisés, où la machine en fait va apprendre toute seule par elle-même quelle est la meilleure combinaison pour que nos modèles recréent nos observations. Donc moi c'est ce que j'utilise. D'accord, donc tu n'as pas besoin de jeux de données monstrueux et différents pour ça. J'ai juste besoin j'utilise les cartes de Planck en micro-ondes. D'accord. Et alors comment tu fais parce que ça paraît un peu, non pas magique, mais quand on ne connaît pas trop, ça paraît étonnant les performances. Comment tu t'assures que ce que tu obtiens, c'est correct? En gros, est-ce que c'est pas un argument circulaire qui se mord la queue? Je sais pas, tu mets une simule, tu la retrouves. Comment tu t'assures que ça marche vraiment en fait? Et donc pour ça, j'utilise par contre des modèles. D'accord. Où là, je connais mon vrai fond diffus cosmologique et je peux donc comparer la sortie de mon algorithme avec les modèles pour m'assurer que l'algorithme fait bien ce qu'on me demande de faire. Donc tout est bien carré. Est-ce que tu as pris cette orientation donc à la frontière de l'astrophysique, la cosmologie et la science des données massives, je crois que c'est le terme français pour data science. Est-ce que toi tu vois un intérêt personnel ou peut-être à plus long terme sociétal sur ces outils-là? Est-ce que tu as une motivation particulière pour avoir fait un petit peu cet embranchement, ou c'est tombé par hasard et puis tu t'en contentes, et ce qui est très bien aussi? Alors c'est tombé à moitié par hasard. C'est tombé. En fait, j'ai découvert l'intelligence artificielle pendant des cours que j'ai reçus pendant ma thèse. Donc, il y a de ça 2-3 ans. Et je me suis vite intéressé à ce sujet et je me suis vite aperçu que aujourd'hui, les algorithmes qu'on est capable de développer sont beaucoup plus performant que nous sur les tâches qu'on lui demande d'effectuer. Tout à fait. Donc je pense vraiment que, par exemple, dans le cas de l'astronomie et du traitement d'images, mais aussi de la médecine, de la biologie, continuer de faire des avancées en intelligence artificielle pourra répondre à un grand nombre de questions qu'on se pose aujourd'hui et faire avancer la science et notre connaissance du monde. Très bien. Qu'est-ce qui a fait que le petit Victor ou le grand Victor, donc le grand Victor étant devenu astrophysicien, mais quelle est ta motivation? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de très loin quand tu étais petit, ou est-ce que ça s'est construit au fil de l'eau, un peu comme ton apprentissage de l'apprentissage automatique qui est venu finalement assez tardivement? Voilà, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Voilà. Alors, mon intérêt pour la physique vient de très loin. Quand j'étais petit, voilà, j'étais toujours intéressé par les atomes, soit l'infiniment petit, soit l'infiniment grand. Mais je savais que j'allais partir Rassure-moi, tu es quand même passé par la case dinosaure et non? Oui. Je suis passé par la case dinosaure. D'accord, ça me rassure. Et voilà, j'ai fini en astrophysique.
Mais je sais plus ce que je disais. Oui, pardon, je t'ai coupé, mais donc oui, donc qu'est-ce qui a fait que voilà de la motivation et donc tu t'évoquais que... et donc oui, et donc je savais que je voulais aller dans la physique, mais je savais pas encore si je voulais faire de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Oui. Et c'est que très tard dans mon parcours, entre guillemets, donc c'est en M1, où j'ai fait un M1 de physique des hautes énergies, donc je voyais aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand. Et c'est là que je suis un petit peu tombé amoureux de l'astrophysique, entre guillemets, car j'ai reçu des cours de Roland Lehoucq. Ah bah oui. Je crois que tu reçois aussi ce soir. Qui sera là ce soir, ou qui est là, je ne sais plus à quel ordre, mais en tout cas Roland est avec nous ce soir. Voilà, et les cours de Roland Lehoucq m'ont simplement... Voilà, donc c'est la faute de Roland si tu es là, d'accord. Je crois que tu n'es pas le seul, mais... Et ensuite, j'ai fait je me suis inscrit pour le Master 2 Astrophysique à Paris. Oui. Et voilà. Et tout voilà, à Paris-Saclay. Bah, très bien. Voilà. Et donc, on ne remerciera jamais assez Roland et d'autres pour susciter de belles vocations. Et est-ce que toi, soit à partir de ton parcours ou de ce que tu as vu, parce que peut-être que tu as un petit peu enseigné pendant ta thèse, je ne me souviens plus. Non, tu n'avais pas enseigné. Peut-être, en tout cas, des rencontres que tu as faites. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui nous écoutent ce soir pour soit suivre une filière scientifique ou tout simplement suivre ce qu'ils ont envie de faire, mais peut-être qu'ils ne s'estiment pas forcément capables, parce que quand on est au collège ou au lycée, tout ce dont on parle, les masters, les thèses, ça paraît un petit peu loin. Et donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner ? Alors, le conseil que je peux donner, c'est... donc, je ne viens pas de la voie royale pour faire de l'astrophysique, et malheureusement, il y a une voie royale. Et ce que je pourrais donner comme conseil, c'est pas important si on se sent pas assez fort pour faire la voie royale. Il y a toujours des voies, des chemins détournés pour arriver à ce qu'on veut faire. Donc il faut pas perdre espoir et toujours continuer. Et voilà, ça va marcher. Très bien. Merci. De rien. Et bonne soirée pour la suite de la nuit du Big Bang au Big Band.